Dans les capsules précédentes, on a vu différents phénomènes comme le galop, le flottement par confusion de fréquence, la divergence statique. Et puis, on a obtenu des formulations pour ces instabilités-là avec des hypothèses en lien avec la vitesse réduite qui est grande. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la vitesse réduite n'est pas si grande que ça? Il y a un exemple très connu en interaction fluide-structure que vous avez probablement déjà vu, qui est celui du pont Tacoma. Et puis, dans cette capsule, je vais vous montrer comment l'explication la plus convaincante de la chute du pont de Tacoma est liée à des phénomènes instationnaires. Qu'est-ce que c'est que les effets instationnaires? En gros, c'est comme ça qu'on appelle ça lorsque la vitesse réduite divisée par le nombre de déplacements est de l'ordre 1. Donc, on ne peut plus faire des simplifications comme on les a faites avec nos hypothèses quasi-statiques ou pseudo-statiques. Donc, le temps caractéristique fluide est du même ordre de grandeur que celui de la structure. Donc, on peut plus juste faire des mesures en soufflerie, en canal hydraulique ou en simulation où on va tout simplement fixer notre objet pour mesurer des coefficients de portance ou de traînée. Ces données-là ne font plus l'affaire pour simuler des phénomènes qui font appel aux effets instationnaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici? C'est que, faisons une expérience de passé. On a un profil d'aile, le plus simple qu'on peut, donc juste une plaque plane. Et puis, imaginons que cette plaque plane-là, elle est initialement alignée avec l'écoulement. Et puis, à l'instant t égale 0, de façon instantanée, on lui donne un certain angle d'attaque. Donc, on peut écrire son angle d'attaque θ de t comme étant une valeur θ0 fois la fonction Heaviside qui vaut 0 pour t qui est plus petit que 0, puis qui vaut 1 lorsque t est plus grand que 0. Donc, notre angle θ, il vaut 0, 0, 0, et quand on arrive à t égale 0, θ vaut θ0. Et puis, on s'imagine bien que si notre plaque ou notre profil d'aile est mis à un angle d'attaque de façon instantanée, la portance ne peut pas être générée de façon instantanée. Donc, la force de portance qui va s'exercer sur notre profil d'aile va partir de 0, puis elle va graduellement augmenter pour approcher de façon asymptotique la portance stationnaire F0. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe physiquement ou phénoménologiquement? On peut lier ça à la condition de Kuta. Hein, ce qu'on imagine, c'est qu'à un temps 0+, on a nos lignes de courant nos lignes de courant instantanées qui s'établissent, mais ça va pas respecter. Il y a aucune circulation qui a eu le temps de se créer autour de notre corps rigide. Alors que après un certain temps caractéristique de l'ordre du temps fluide, qui serait donné par le temps de passage à vitesse U sur notre objet de longueur L, là commence à s'établir la condition de Kuta. Qu'est-ce que c'est la condition de Kuta? Ça dit en fait que au bord de fuite de notre aileron, la vitesse sur l'extrado de l'aile va être la même que la vitesse sur l'intrado. Donc, à ce point-là, au bord de fuite, la vitesse en haut puis en bas de l'aileron va être la même. Et donc, pour créer la condition de Kuta, ça prend de la circulation autour de notre aileron. Et puis ça, c'est généré par la vorticité qui est créée dans l'écoulement. Et puis ça prend du temps pour s'établir. Un temps qui est de l'ordre de L sur U. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour évaluer la portance sur un objet lorsque les effets instationnaires sont là? Sans entrer dans tous les détails de la vorticité puis de simuler la création de vortex sur notre aileron, ce qui serait une approche valable. Ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est juste exprimer les phénomènes avec une approche un peu plus empirique ou phénoménologique.
Donc, ce qu'on a dit, c'est que la portance sur notre objet, elle part de 0, puis elle va approcher graduellement notre valeur F0. Donc, on peut dire qu'on va l'approcher de façon exponentielle. Donc, on peut exprimer ça comme ça. Notre force de portance, ça va être une valeur F0 fois 1 moins une exponentielle du temps. Et plus notre vitesse réduite est grande, bien, plus on va approcher rapidement notre valeur F0. Et puis, on a aussi un coefficient bêta ici qui va être fité expérimentalement à une valeur de 0.2. Et donc, ayant exprimé notre force de portance comme ça, ben après ça, on peut exprimer la portance qui va s'exercer sur un aileron qui oscille avec n'importe quelle forme de θ point dans le temps, selon, dans le fond, une équation de filtre comme ça ici. Et donc, si on vient supposer un mouvement oscillatoire en sinus de 2π fois le temps, on peut venir substituer ça dans notre équation de filtre ici. Et ce qu'on va trouver, c'est que notre force dans le temps va être donnée par deux termes. Donc, un terme en sinus de 2πt, qui est dans le fond en phase avec le mouvement, et puis un terme en cosinus de 2πt, donc lui est en quadrature de phase. Et ce qu'on voit dans notre expression ici, c'est que si on prend notre vitesse réduite qui est très très grande, qui tend vers l'infini par exemple, notre deuxième terme en quadrature de phase, lui, il est en UR sur UR carré. Donc si UR tend vers l'infini, ce terme-là va tendre vers 0. Et donc, on va avoir uniquement notre terme en sinus de 2π fois le temps. Et donc, notre force de portance va être en phase, va avoir la même forme que le mouvement de notre objet. Par contre, pour le cas général, où on a UR qui est pas une valeur infinie, ce qu'on va voir, c'est que notre terme de portance f de t, on peut le réexprimer tout ça ici comme étant une amplitude de la force de portance, qui est fonction de UR, fois un sinus avec un déphasage phi, qui lui aussi est une fonction de UR. Et donc, on peut regarder comment ces fonctions-là se comportent. Donc, on a l'amplitude de la force de portance qui tend vers 1 lorsque UR devient très grand et qui tend vers 0 lorsque UR est très faible. Donc, lorsque UR est très faible, qu'est-ce qui se passe dans le fond? C'est que notre objet bouge très, très vite par rapport à la vitesse de l'écoulement. Donc, la portance n'a pas du tout le temps de se créer. Donc, on a très peu de force de portance. Alors que lorsque UR est très grand, on approche en fait nos théories quasi-statiques et pseudo-statiques. Puis en bas ici, on a le déphasage phi. Donc ce qu'on voit, c'est que lorsque UR est très faible, on a une portance qui est complètement déphasée, donc de 90 degrés avec le mouvement, avec la vitesse, alors que lorsque UR devient grand, on a un déphasage qui se rapproche tranquillement de 0. Et donc, si on revient à notre terme de portance et on considère uniquement le terme en quadrature de phase, c'est-à-dire qu'on avait le terme en sinus 2πt et on a le terme en cosinus 2πt. On considère uniquement ce deuxième terme-là en cosinus 2πt. Et ce qu'on va voir, c'est que ce terme-là a un effet, joue un rôle dans la stabilité de notre aile. Si on considère en fait que cette aile-là, elle est montée sur un ressort en torsion et que, par exemple, on prend que le centre de rotation ou le centre élastique de notre aile, il est au centre du profil, sachant que la portance s'exerce à peu près au quart de la corde, on va avoir une distance L sur 4 entre comme bras de levier. Et donc, on va se retrouver avec une vitesse de déplacement Y point qui est L sur 4 fois θ point. Et donc, lorsqu'on vient multiplier L point avec notre F', ça va nous donner quelque chose de négatif. Et donc, on va avoir un travail fait par la force aérodynamique qui va être négatif. Donc,
qui va jouer le rôle d'amortissement, qui va stabiliser notre aile. Par contre, si on avait une aile qui était avec un centre de rotation en amont du centre aérodynamique, donc par exemple, si le bord d'attaque de notre aile, c'est là que c'était le centre de rotation de notre section, ben là, on se retrouvait avec une distance L sur 4 négative. Et donc, le travail F' fois Y point nous donnerait quelque chose de positif. On aurait quelque chose, une force déstabilisante, un moment déstabilisant. Donc, on aurait quelque chose qui aurait tendance à croître dans le temps. Donc, quel genre d'aile pourrait être supporté par son bord d'attaque? Ben, ça pourrait être tout simplement une surface de contrôle. Donc, les surfaces de contrôle au bout des ailes, typiquement, sont supportées proches de leur bord d'attaque et la surface de contrôle elle-même pourrait devenir, on peut la considérer comme un aileron, une structure rigide qui pourrait devenir instable à cause de ces phénomènes instationnaires-là. Et revenons au point de départ de cette capsule vidéo-là, qui était le pont de Tacoma. Donc, jusqu'à présent, on a considéré un profil d'aile assez simple, une plaque plane, qui générait de la portance en approchant de façon asymptotique la portance stationnaire dans le temps. Mais si on a une section un peu plus complexe comme celle du pont de Tacoma, donc on avait le tablier du pont de Tacoma et puis la section elle était fermée de chaque côté. Donc les architectes s'étaient dit, écoutez, on va fermer le tablier de chaque côté, ça va être plus confortable pour les automobilistes, ça va couper du vent, puis tous les gens qui circuleront sur le pont vont être à l'abri du vent. Sauf que cette section-là, elle est problématique parce que lorsqu'on la teste en soufflerie, si on lui donne une impulsion tout d'un coup, ce qu'on va voir, c'est que sa portance va avoir un overshoot, qu'on pourrait dire dans la langue de Shakespeare. On a, plutôt que d'approcher de façon directe notre portance stationnaire, on va la dépasser pour s'en rapprocher en diminuant. Et lorsqu'on vient mettre une fonction comme ça dans notre convolution du départ au début de la capsule, ben on peut générer un terme en quadrature de phase qui va être déstabilisant. Et ce phénomène-là, en fait, qui donne lieu à ça, on peut l'imager comme les vortex qui sont générés sur les pointes en amont du tablier du pont et qui passent graduellement et qui prennent un certain temps pour passer sur le tablier. Et donc, c'est ce temps caractéristique-là qui donne lieu à une force de portance qui overshoot et qui est déstabilisante. Donc, si vous aviez entendu que c'était du lâcher tourbillonnaire avec des vibrations induites par vortex, c'est pas le cas. Si vous aviez entendu que c'était du flottement, c'est un flottement particulier. C'est pas comme du flottement par confusion de fréquences comme on a vu précédemment. C'est plutôt des effets instationnaires liés au lâcher tourbillonnaire qui prennent un certain temps pour passer sur la structure qui l'ont rendu instable.